Je n'ai jamais été du genre à m'offusquer pour des broutilles. Quand vos proches gloussent de la façon dont vous vous habillez, vous haussez les épaules, juste une plaisanterie sans méchanceté. Quand votre petite fille dit que vous ressemblez à une grand-mère des années 80, vous souriez. Mais un soir, lors d'un dîner de famille, j'ai surpris par hasard ce qu'ils pensaient vraiment, que j'étais une honte pour la famille, à cause de mon manteau. Et c'est là que ça m'a frappé. Mon apparence comptait plus pour eux que mon cœur ne l'avait jamais fait. Alors, j'ai pris une décision. Pas de mots, pas d'avertissement, pas d'excuses, juste l'action. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Mary Louise Carter. J'avais 68 ans et j'avais passé la majeure partie de ma vie à enseigner la littérature anglaise dans un lycée public juste à l'extérieur de Portland, dans l'Oregon. Après le décès de mon mari, il y a près de 10 ans, je suis restée dans la même petite maison que nous avions achetée ensemble dans les années 70. C'était une maison de plain-pied de style artisanal, avec des planchers qui craquent, des rideaux délavés et un jardin qui poussait à l'état sauvage, peu importe mes efforts pour le dompter. Elle me convenait. Je n'avais aucune intention de la quitter. Mes journées étaient de calme et prévisibles, et c'est exactement comme ça que je les aimais. Je lisais beaucoup. Je faisais de la pâtisserie quand l'envie me prenait. Je m'occupais des rosiers dans le jardin, avec une sorte de révérence qui me faisait me sentir connectée à la terre, au temps lui-même. Je portais mes journées comme un vieux pull, confortable, usé, et juste ce qu'il fallait pour la vie que je m'étais construite, après tant d'années, à tout donner à mes élèves, à ma famille, à tout le monde, sauf à moi-même. Et oui, je portais le même vieux manteau de laine chaque hiver. Il était vert foncé, avec de larges revers et une doublure qui commençait à s'user aux épaules. Je l'avais depuis le début des années 90. Je me souviens l'avoir acheté avec mon mari, Frank, dans un grand magasin du centre-ville. Il avait dit qu'il me donnait l'air d'une femme qui a des opinions, de quelqu'un qui sait commander une pièce sans élever la voix. Ce manteau avait vu plus de saisons que certains de mes voisins. Je n'ai jamais vu de raison de le remplacer. Les gens s'habillent pour toutes sortes de raisons. Certains veulent être admirés, d'autres veulent être invisibles. Moi, je m'habillais pour avoir chaud, pour être à l'aise. Mes chaussures étaient orthopédiques et mes pulls étaient pour la plupart des vêtements de seconde main de ma sœur. J'avais un seul sac à main, noir et pratique, qui avait été réparé plus de fois que je ne pouvais compter. Je ne me considérais pas comme négligée. Je me considérais comme pratique. Mais dernièrement, j'avais commencé à remarquer des choses. Quand j'arrivais aux réunions de famille, il y avait souvent une pause, un regard trop long sur mon manteau, ou les talons éraflés de mes chaussures. Ma petite fille Émilie, 15 ans et pleine de la vivacité de l'adolescence, m'a demandé une fois s'il fabriquait encore des vêtements comme les miens. J'avais ri, pensant que c'était juste une blague. Mais j'ai vu la façon dont sa mère a détourné le regard, les lèvres pincées. J'ai vu le sourire narquois qui est passé entre ma nièce et son mari lors du dernier dîner de Noël, quand j'ai sorti mes gants de la poche de ce vieux manteau et les ai posés sur la table sans réfléchir. C'était toujours petit, à peine perceptible. Une lueur ici, un sourcil levé là. Je me suis dit de ne pas le prendre à cœur. Les familles taquinent, elles se moquent, mais quelque chose dans l'air avait changé. Ce n'était plus de la taquinerie légère. Il y avait un jugement qui couvait en dessous, silencieux mais persistant. J'entendais aussi des choses,
des choses qui n'étaient pas destinées à mes oreilles. Ma sœur a chuchoté une fois à sa fille que j'étais coincée dans une autre époque, comme si j'étais une antiquité égarée, au lieu d'une personne vivante, avec des souvenirs, des sentiments et un compte en banque qui était entièrement le mien. J'ai entendu mon neveu plaisanter avec sa femme en disant que j'avais l'air d'être sur le point d'enseigner le catéchisme en 1955. Ils l'ont dit en riant, mais le rire ne signifie pas toujours la joie. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai continué à porter le manteau. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'avais depuis longtemps cessé de me soucier de l'opinion des autres. J'avais traversé trop de choses, la perte, la maladie, la déception, le chagrin, pour laisser l'opinion de quelqu'un sur ma garde-robe me blesser. Mais quelque chose avait commencé à s'enrouler au bord de ma paix, comme la fumée d'une bougie éteinte depuis longtemps. Ce n'était pas à propos du manteau. Pas vraiment. Il s'agissait d'être considéré comme moi, comme dépassé, comme jetable, comme quelqu'un qui appartenait à un monde qui n'existait plus. Ce manteau, pour moi, avait toujours été un symbole de mémoire, de résilience, d'une vie vécue avec soin et intention. Mais pour eux, c'était une horreur, une honte. La preuve que je ne correspondais pas à leur version, de la façon dont une femme, comment une grand-mère, devrait paraître. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à sentir que je n'avais peut-être pas ma place. Je me suis demandé quand ma présence était passée de bienvenue à endurée. J'ai remarqué comment on me plaçait toujours au bout de la table maintenant. Comment on me demandait rarement mon avis, sauf sur quelque chose d'inoffensif, comme une recette de biscuits ou un livre qu'ils supposaient que j'avais lu il y a des décennies. On ne me posait pas de questions sur la politique ou l'actualité. On ne me demandait pas ce que je ressentais. On me souriait, on hochait la tête dans ma direction, on me passait outre. Je ne voulais pas être le centre de l'attention. Je ne l'ai jamais voulu. Mais je ne voulais pas non plus être invisible. Je n'attendais jamais de gratitude ou d'admiration, mais j'attendais un respect de base. Et la vérité, c'est que je ne me sentais plus respectée. Je me sentais comme un costume dans une pièce de théâtre que tout le monde avait dépassé. Cet hiver, quand j'ai sorti le manteau du fond de mon placard et que je l'ai secoué pour une autre saison, je me suis arrêtée. Pour la première fois depuis des années, je l'ai tenu dans mes bras et je ne l'ai pas mis. Je suis juste restée là, sentant la laine rugueuse sous mes doigts, pensant à la femme que j'étais quand je l'ai acheté pour la première fois, et à la femme que j'étais devenue. Je n'étais pas en colère, pas encore, mais quelque chose en moi commençait à s'agiter, quelque chose qui sommeillait sous des décennies de politesse et de patience, quelque chose qui ne voulait pas être plaint ou rejeté ou stylisé à l'image de la pertinence de quelqu'un d'autre. Ce quelque chose commençait à prendre forme, et j'avais le sentiment qu'il ne se contenterait pas d'un nouveau manteau. C'était l'anniversaire de ma petite fille, et la maison bourdonnait déjà de voix et de pas quand je suis arrivée. Des ballons étaient enroulés autour de la boîte aux lettres, et une table pliante à l'extérieur s'affaissait sous le poids de cupcakes, achetés en magasin, de gobelets en plastique, et d'un immense bol de punch qui brillait d'un rouge artificiel. L'air était épais de l'odeur de sucre et de hot-dog grillés, et le soleil de fin d'après-midi faisait tout scintiller d'une gaieté trop vive. J'avais de nouveau porté le manteau, mon manteau de laine vert, boutonné jusqu'au cou, malgré le temps doux. Il y avait eu un peu de vent ce matin-là, et le poids familier sur mes épaules ressemblait à une sorte d'armure, même si la doublure s'usait et qu'un des boutons avait été recousu 2 fois. Je portais aussi mes ballerines préférées, celles aux semelles usées
qui épousait parfaitement mes pieds. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Quand je suis entrée sur la terrasse arrière, des enfants se sont dispersés dans toutes les directions, criant et riant, se poursuivant sur la pelouse. Les adultes s'attardaient près du buffet, des assiettes en carton à la main, sirotant dans des gobelets en plastique et parlant en petits groupes. On m'a accueilli avec quelques sourires, quelques étreintes serrées et le cœur habituel de « Salut mamie !»« Contente de te voir, Marie-Louise ?» et « Tu te rends compte qu'elle a déjà 7 ans ?» J'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai trouvé un coin tranquille à l'ombre d'un érable où je pouvais observer la scène se dérouler. Je ne m'attendais pas à être le centre de l'attention. J'aimais observer. C'était l'une des rares compétences que je n'avais jamais perdues après toutes ces années d'enseignement. S'asseoir tranquillement et regarder la pièce sans avoir besoin de la diriger. Et puis je l'ai entendue. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Je ne me tenais pas assez près pour être évidente. Mais la brise a porté leur voix trop clairement pour être ignorée. « Elle porte encore ce manteau », a dit une voix, à moitié amusée, à moitié exaspérée. C'était ma petite fille Émilie. Il y a eu une pause, un rire étouffé, puis une autre voix, celle de sa mère, lisse et prudente. Je sais, on dirait quelque chose d'un vieux film policier. Je m'attends à ce qu'elle sorte une loupe. Plus de rire, puis une voix plus basse, inconnue, le mari de quelqu'un, je suppose. Honnêtement, je pensais qu'elle était juste excentrique. Mais maintenant, je pense qu'elle le fait exprès. Genre, regardez-moi, je suis si originale. Où t'es-tu ? A ajouté Émilie. C'est juste un peu embarrassant. Je veux dire, c'est une fête d'anniversaire, pas des funérailles. Les mots m'ont frappé non pas comme des couteaux, mais comme des pierres, lourdes, lourdes, destinées à être lancées, non pas pour tuer, mais pour meurtrir. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Je suis restée immobile à l'ombre de cet érable, mes mains jointes doucement devant moi, le bas de mon manteau, frôlant mes mollets, alors que le vent se levait à nouveau. L'air ne semblait plus festif. Il semblait mince et vif, comme s'il avait été épluché, pour révéler quelque chose de plus vrai en dessous. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit exactement. C'était le ton. Cette cruauté facile et insouciante, réservée aux personnes qui ne sont pas censées l'entendre. Le genre de rire qui vient quand on sait qu'on a le dessus, que la personne que l'on moque ne se défendra pas. Je suis restée sous cet arbre pendant 10 minutes de plus, peut-être plus, jusqu'à ce que la douleur dans ma poitrine cesse de me surprendre et commence à se transformer en autre chose, quelque chose de plus silencieux et de plus froid. Finalement, je suis rentrée. J'ai aidé à débarrasser quelques assiettes. J'ai embrassé la reine de la fête sur le front et je suis partie avant que le dessert ne soit servi. Personne ne semblait l'avoir remarqué. Ou s'ils l'ont fait, personne ne m'a arrêtée. En rentrant chez moi, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas juré. Je n'ai pas rejoué les mots encore et encore, comme je l'aurais peut-être fait dans ma jeunesse, essayant de les tordre en quelque chose de moins douloureux. Je les ai simplement laissés exister. Je les ai laissés résonner dans le silence de ma voiture, puis se dissoudre dans l'air comme de la fumée. Je savais ce que j'avais entendu, et plus important encore, je savais ce que cela signifiait. J'étais devenue un symbole pour eux, pas une personne, pas une femme avec ses propres goûts, choix et raisons, juste un personnage dans leur histoire. La grand-mère excentrique, la matriarche démodée, quelqu'un dont on se moque, qu'on plaint peut-être, mais qu'on ne comprend pas, qu'on ne respecte pas. Cette nuit-là, je me suis tenue devant le miroir un long moment.
J'ai regardé le manteau. La laine verte s'était légèrement délavée, les coutures étaient peu douces à cause de l'âge, et les manches s'affaissaient un peu. Je l'aimais toujours, non pas pour son apparence, mais pour ce qu'il représentait. Des années de stabilité, des années à traverser les hivers seul, des années à être moi-même dans un monde qui exigeait une réinvention constante. Mais maintenant, il portait autre chose, leur rire. Et bien que je ne le jetterais pas, non, il était toujours à moi. J'ai réalisé que je ne voulais plus être vue à travers le filtre de leur moquerie. Je voulais quelque chose de différent, pas de plus neuf, pas de plus brillant, juste à moi, sans être dérangé, sans être dilué. Et s'il pensait que j'étais excentrique avant, il n'avait encore rien vu. Je me suis réveillée tôt le lendemain matin, avec cette étrange lourdeur dans la poitrine, le genre qui persiste longtemps, après que le moment qui l'a causé soit passé. La maison était immobile et silencieuse, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux vaporeux au-dessus de mon évier de cuisine. J'ai préparé du café, comme je le faisais toujours, debout pieds nus sur le carrelage froid, laissant la vapeur de la bouilloire monter sur mon visage. Mais tout semblait différent. Tout avait un goût différent. J'ai siroté ma tasse préférée, celle ébréchée avec les merles bleus, et j'ai essayé de me défaire du résidu persistant de ce que j'avais entendu la veille. Mais il s'accrochait à moi. Il restait sur ma langue comme quelque chose d'acide, de gâté. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas trouvé de réconfort dans ma routine matinale. Je me suis assise à la table, entourée des choses que j'avais transformées en une sorte de sanctuaire au fil des ans. Les mêmes napperons au crochet, le petit vase de lavande séché de l'été dernier, le calendrier avec des aquarelles de ferme. Mais rien ne semblait doux ce matin-là. Tout semblait un peu cassant. Je me suis dit que ce n'était qu'un moment, que les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, que les familles sont compliquées. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas seulement blessée parce qu'ils s'étaient moqués de mon manteau. J'étais blessée parce que dans leur rire, il y avait quelque chose de plus profond, une déconnexion, un rejet. J'avais élevé mes enfants pour qu'ils soient gentils. J'avais consacré des années de ma vie à leur confort, à leur sécurité, à leur éducation. Je m'étais privée de nouveaux vêtements, de nouveaux meubles, de vacances, tout ça pour qu'ils aient ce dont ils avaient besoin. Et je l'avais fait avec joie, sans attendre de remerciements, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On donne. Mais quelque part en chemin, ce don avait été réinterprété comme autre chose, quelque chose de plus faible. J'étais devenue invisible, non pas par négligence, mais par familiarité. Ils m'avaient vue si longtemps qu'ils avaient complètement cessé de me voir. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas déchaînée. Mais j'ai senti la douleur dans mon estomac, dans mes dents, au fond de ma gorge. C'était une oppression, une pression intérieure, le genre qui donne au goût de la nourriture, celui du carton, et qui transforme la lumière du soleil en éblouissement au lieu d'un baume. J'ai passé l'après-midi à nettoyer, non pas parce que la maison était sale, mais parce que j'avais besoin de quelque chose à faire de mes mains. J'ai frotté les plinthes. J'ai essuyé l'intérieur des armoires. J'ai réorganisé le garde-manger, même s'il était déjà en parfait ordre. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal et que le bout de mes doigts soit à vif. Mais la douleur est restée. C'était comme goûter une amertume que l'on ne peut pas rincer de sa bouche, peu importe le nombre de verres d'eau que l'on boit. Je n'arrêtais pas de repenser à leur voix, la désinvolture de tout cela, la facilité avec laquelle ils s'étaient moqués de moi, le peu que cela leur avait coûté
de me jeter sous les roues de leur humour pour rire. Ce n'est pas qu'ils avaient l'intention de me blesser. Cela aurait été presque plus facile. C'est qu'ils ne m'avaient pas considéré comme quelqu'un qui pouvait être blessé du tout. Ce genre de douleur est plus difficile à nommer. Elle ne s'annonce pas avec des feux d'artifice ou du mélodrame. C'est une érosion silencieuse, un creusement. Cela vous fait remettre en question les histoires que vous vous êtes racontées sur votre place et sur la façon dont les autres vous voient. Je me suis assise dans mon salon alors que le ciel virait au cendré et au rose, la lumière s'étirant longuement sur le parquet. J'ai fixé les photos encadrées sur la cheminée, anniversaire, vacances, mariage, des visages souriants, des bras enlacés, des moments que nous avions figés dans le temps. Je me suis demandé combien de ces sourires étaient d'eau réelle, combien de ces bras m'avaient tenu par habitude et non par affection. Je n'étais pas amère, pas encore, mais je goûtais aux premières notes, la netteté métallique de la déception, la lente brûlure de la désillusion. Elle s'enroulait autour des bords de ma paix et s'y installait confortablement. J'ai pensé au manteau, à la façon dont je l'avais choisi il y a si longtemps, avec fierté, avec intention, à la façon dont il avait résisté aux hivers, aux funérailles et aux premiers jours d'école, à la façon dont il m'avait tenu, enveloppé, protégé. Et maintenant, il était devenu une chute de blague, un raccourci pour tout ce qu'il ne valorisait plus en moi. Je l'ai plié soigneusement ce soir-là, et je l'ai placé au fond de mon placard, non pas parce que j'en avais honte, mais parce que j'avais besoin d'une pause. J'avais besoin de me souvenir de qui j'étais en dehors de ce qu'il voyait. J'avais besoin de me souvenir que ma valeur ne tenait pas sur un cintre. Plus tard, allongé dans mon lit, à regarder le plafond, j'ai pensé à toutes les façons dont je m'étais faite plus petite au fil des ans. Pour maintenir la paix, pour éviter les conflits, pour faire de la place aux autres. J'ai pensé à la fréquence à laquelle j'avais balayé de petits affronts et de silencieuses humiliations, à la fréquence à laquelle j'avais confondu l'endurance avec la grâce. Cette nuit-là, je ne me suis pas endormie facilement. Je suis restée allongée un long moment, les mains croisées sur mon ventre, écoutant les craquements de la maison et le bruit lointain d'un chien aboyant à 2 pâtés de maison. Et alors que les heures s'étiraient autour de moi, une vérité claire s'est formée dans le silence. J'en avais fini de m'excuser pour qui j'étais, et j'étais prête à agir, non pas pour prouver quelque chose, mais pour récupérer quelque chose que j'avais perdu lentement et silencieusement au fil des ans. Non pas ma dignité, je n'y avais jamais renoncé, mais ma voix. Et cette fois, je n'allais pas l'utiliser en mots. Cette fois, j'allais bouger. Cela a commencé de la manière dont beaucoup de mes journées commençaient, silencieusement. Je n'avais aucune grande intention en quittant la maison ce matin-là. Je ne me suis pas habillée différemment, ni n'ai porté une énergie particulière avec moi. J'ai simplement enfilé un pull léger. J'ai fait mes lacets, et je suis sortie dans le doux bourdonnement de mon quartier, laissant mes pieds me guider sans destination précise. L'air était frais, mais pas froid, et il y avait une certaine clarté dans le ciel, une luminosité qui donnait à tout un air fraîchement lavé. J'ai longé les jardins des voisins, admirant les pivoines et les rhododendrons qui s'épanouissaient en défis vibrants, à la brise encore fraîche. J'ai croisé des enfants attendant le bus scolaire au coin de la rue, un golden retriever observant le monde avec un intérêt paresseux depuis un porche grillagé, et le facteur faisant sa tournée avec une grâce méthodique. Je n'ai salué personne. Je n'avais pas envie d'être vue. Pas encore. Ce jour-là,
Je voulais me déplacer dans le monde discrètement, comme s'il ne me devait rien et que je ne lui devais rien en retour. Le centre-ville n'était qu'à 1 kilomètre, et je m'y suis sentie attirée, comme souvent, quand j'avais besoin de prendre du recul sur mes pensées. J'ai erré lentement devant la boulangerie, à l'odeur de sucre au citron, qui me mettait toujours l'eau à la bouche, devant la friperie, aux enseignes délavées, et la petite librairie, où j'animais des lectures de poésie pour mes élèves il y a des décennies. J'ai tourné au coin d'une rue latérale, que je n'avais pas empruntée depuis un certain temps, et j'ai remarqué une agence immobilière nichée entre un fleuriste et un studio de yoga. Elle était petite, sans prétention, avec une grande vitrine qui semblait n'avoir pas été lavée depuis l'automne. Il y avait un affichage d'annonces, imprimé collé sur la vitre, des photos de cuisine brillantes, de comptoirs en granit, de salons habillés pour l'appareil photo, avec des coussins et des coupes de fruits mises en scène. Je ne me suis pas arrêtée exprès. Je voulais juste jeter un coup d'œil. Mais quelque chose a attiré mon attention. Une photo d'une maison. Un modeste petit cottage, blanc, avec des volets bleus et un porche enveloppant. Ce n'était rien d'extravagant. Ça ne criait pas la richesse ou le prestige. Ça chuchotait la paix. La façon dont la lumière frappait les marches du perron. La forme des fenêtres. La façon dont les parterres de fleurs encadraient l'allée comme des bras ouverts. On aurait dit que quelqu'un l'avait aimée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là à regarder. Le vent tirait sur l'ourlet de mon pull, et mes doigts reposaient doucement sur la vitre froide. J'ai lu les détails de l'annonce. 2 chambres, une salle de bain, un petit jardin, à distance de marche de l'eau. C'était juste assez loin de ma vie actuelle pour me sentir nouvelle, mais pas si loin que ça ressemble à une évasion. Pendant un long moment, je me suis laissée imaginer. Je me suis vue sur ce porche au petit matin, une tasse de café à la main, mes cheveux lâches et gris dans la brise. J'ai vu l'intérieur rempli de lumière douce, une petite table en bois près de la fenêtre, des étagères pleines de poésie et d'histoire, une chambre avec une courte pointe que j'avais faite il y a des années. J'ai imaginé planter de la lavande et des tomates dans le jardin, n'accueillir personne à moins d'en avoir envie, fixer mes propres règles, écrire des lettres que je n'aurais jamais à envoyer. Ce n'était pas seulement la maison, c'était la possibilité de recommencer sans repartir à zéro, de prendre une décision qui n'appartenait qu'à moi. La porte du bureau s'est ouverte alors qu'une jeune femme sortait, un presse-papiers à la main. Elle a souri poliment, a demandé si j'étais intéressée. J'ai failli dire non. J'ai failli me retourner et continuer à marcher. Mais au lieu de cela, je me suis surprise moi-même. J'ai dit oui. J'ai dit que j'aimerais en savoir plus. Je l'ai dit comme si je commandais du thé. Calme, sans prétention. Mais à l'intérieur, j'ai senti le pouls de quelque chose de rare et d'excitant, quelque chose comme le pouvoir. Elle m'a invité à entrer et m'a offert un siège. Le bureau sentait le papier et le vieux café, et les murs étaient tapissés de classeurs et de brochures. Elle a affiché l'annonce sur son écran et a commencé à me parler de la propriété, son histoire, les propriétaires qui avaient récemment déménagé en Arizona. Depuis combien de temps elle était sur le marché. J'ai hoché la tête, j'ai posé quelques questions. Mais je savais déjà. Je savais que je la voulais dès que je l'ai vue. Nous avons fixé une visite pour le lendemain matin. J'ai marché plus lentement qu'avant en rentrant, le poids de l'idée s'installant dans mes os. Je n'ai appelé personne. Je n'ai rien dit à ma sœur, ni à Émilie, ni à personne d'autre qui pourrait poser des questions ou offrir des opinions déguisées en inquiétude.
J'ai rangé le plan comme une note pliée dans ma poitrine, le laissant se réchauffer tranquillement contre mes côtes. Quand je suis rentrée à la maison, la lumière avait changé. La maison avait la même apparence que toujours, sans prétention, carrée, usée sur les bords. Les marches du perron craquaient toujours. La porte moustiquaire coinçait toujours à mi-chemin, si on ne la tirait pas juste comme il faut. Mais je la voyais différemment maintenant. Non pas comme un fardeau, non pas comme un piège, juste comme quelque chose qui avait fait son temps. Ce soir-là, j'ai dîné simplement. Je n'ai pas allumé la télévision ni la radio. Je n'avais pas besoin de bruit. J'avais besoin de silence pour penser, pour sentir, pour laisser l'idée s'enraciner plus profondément en moi. Je me suis couchée tôt, tirant la couverture jusqu'à mon menton et écoutant la maison s'installer. Je savais que le changement arrivait. Pas demain, pas en fanfare, mais par étapes. Des étapes silencieuses, comme celles que j'avais faites ce matin-là. Et je continuerai à marcher, en silence, en paix, sur un chemin qui, pour une fois, m'appartenait entièrement. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil, le ciel encore d'un gris doux et incertain. Je me suis habillée à ma manière silencieuse, enfilant mon jean le plus doux, un pull qui avait connu des jours meilleurs, et une paire de baskets qui s'étaient parfaitement moulées à la forme de mes pieds au fil des ans. Je n'ai pas pris la peine de me maquiller, ni de mettre de bijoux. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de présentation. Il s'agissait de décision. Il s'agissait de conclure un pacte avec moi-même que je ne romprais pas. Les rues étaient encore humides des restes de la pluie de la nuit, alors que je me dirigeais vers la petite agence immobilière. La ville s'éveillait lentement autour de moi. Les cafés relevaient eux leurs stores, des joggeurs au visage déterminé arpentaient les trottoirs. Des commerçants sortaient des portants d'articles en solde. Tout dans le monde semblait bouger avec une certitude tranquille, et j'ai puisé de la force dans ce rythme. Quand je suis arrivée, la jeune agente, dont j'ai appris qu'elle s'appelait Stéphanie, m'a accueillie avec un sourire facile et un presse-papier de papier sous le bras. Elle était efficace et gentille, sentant peut-être que je ne voulais pas de bavardage, seulement de la clarté. Elle m'a conduite à sa voiture, et nous avons parcouru la courte distance jusqu'à la maison. Elle était encore plus belle en personne. Le porche était plus large que je ne l'avais imaginé. La peinture blanche, un peu écaillée, mais rien qu'une nouvelle couche ne puisse réparer. La porte d'entrée était d'un bleu profond, usée juste assez sur les bords pour laisser entrevoir les histoires dont elle avait été témoin. Les parterres de fleurs dormaient sous les dernières croûtes de l'hiver, mais je pouvais déjà y voir la promesse, une terre sombre et riche attendant la vie. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le cirage, au citron et le vieux bois. Il n'y avait pas de grands espaces, pas de plafond vertigineux, ni de finition de créateur. Juste une beauté simple et solide. Une petite cheminée dans le salon. Une cuisine avec une fenêtre, au-dessus de l'évier, qui donnait sur le jardin. Une chambre avec assez de lumière pour se réveiller en souriant. Stéphanie se déplaçait dans la maison avec une aisance étudiée, signalant des caractéristiques, mentionnant des mises à jour récentes. J'écoutais, mais surtout, je m'écoutais moi-même. La façon dont mon cœur se sentait stable, la façon dont ma respiration restait lente. Aucune lueur de doute, aucune once d'hésitation. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une ligne dans le sable, une déclaration silencieuse, mais indubitable, que je ne me contenterai plus de me rétrécir dans le coin de ma propre vie. Après avoir visité les pièces, Stéphanie s'est tournée vers moi et m'a demandé si je voulais y réfléchir.
J'ai secoué la tête. J'avais assez réfléchi. Plus de réflexion n'inviterait que la peur, le genre qui s'insinue sous le masque de la praticité et du bon sens, le genre qui vous maintient planté dans des endroits qui ne vous conviennent plus, juste parce que rester immobile semble plus sûr que d'avancer. Je lui ai dit que j'étais prête à faire une offre. Le processus s'est accéléré après ça. Stéphanie a souri de cette manière soulagée que les jeunes professionnels ont quand ils savent qu'ils ont fait une vente sans avoir besoin de forcer. Nous sommes retournés à son bureau où elle a sorti des formulaires, des stylos, des copies de copies. Je me suis assise à son bureau, sentant le poids étrange du moment s'installer sur mes épaules. Non pas lourd comme le regret, lourd comme un manteau que vous choisissez de porter dans l'inconnu. Il y a eu des chiffres, des données, des discussions sur les inspections et les frais de clôture. J'ai hoché la tête, j'ai signé où elle a pointé, j'ai paraphé où c'était nécessaire. Ma main était stable, ma voix était claire. Chaque signature était une promesse à moi-même que je ne m'excuserais pas d'avoir choisi différemment, que je ne laisserais pas la culpabilité ou l'obligation me ramener dans la vie que j'avais si soigneusement quittée. En terminant, Stéphanie a demandé s'il y avait quelqu'un qu'elle devrait appeler pour partager la bonne nouvelle. La famille, peut-être. J'ai souri doucement, et je lui ai dit non, merci. C'était à moi de le garder, à moi de le célébrer, à moi de le vivre, seul si nécessaire, fier si rien d'autre. En sortant sous le soleil du matin, je me sentais plus grande d'une certaine manière. Non pas d'une manière que les autres verraient, mais de la manière dont mon esprit remplissait plus pleinement l'espace autour de moi. Je me suis arrêtée pour un café sur le chemin du retour, assise à une table dans un coin, près de la fenêtre, avec ma tasse entre mes paumes. J'ai regardé la ville bouger autour de moi, le flux constant de la vie continuant, sans savoir que quelque chose avait changé en moi d'une manière qui ne pouvait être défaite. J'ai pensé à la facilité avec laquelle il s'était moqué de moi, à la facilité avec laquelle il m'avait définie, par ma façon de m'habiller, de vivre, par les choix silencieux qu'ils ne se sont jamais souciés de comprendre, et à quel point il aurait été facile pour moi de les laisser faire, de me rétrécir davantage, d'accepter cette moquerie comme une vérité. Mais assise là, sirotant mon café, les papiers dans mon sac et la clé bientôt dans ma main, j'ai réalisé autre chose. Je n'ai jamais eu besoin de leur permission pour vivre ma vie. Je n'ai jamais eu besoin de leur approbation pour m'habiller, penser ou choisir comme je l'entendais. J'avais seulement besoin de m'en souvenir. Cette maison n'était pas une vengeance. Ce n'était pas un doigt d'honneur levé contre les rires dans mon dos. C'était quelque chose de bien plus simple et de bien plus puissant. C'était un choix. Un pacte conclu discrètement entre la femme que j'avais été et la femme que je me permettais enfin de devenir. Pas d'annonce, pas d'explication, juste une clé, une porte, un nouveau départ. Et moi, enfin, de nouveau au centre de ma propre vie. Le jour où j'ai officiellement conclu la vente de la maison, je n'en ai parlé à personne, ni à ma sœur, ni à mes enfants, ni à ma petite fille. Je n'ai pas laissé d'indices, ni partagé de remarques désinvoltes au déjeuner, ni glissé de détails dans un appel téléphonique. Je l'ai gardé entièrement pour moi, de la même manière qu'on garde un jardin secret, faisant pousser quelque chose de nouveau, à l'abri des regards de ceux qui ne verraient que des mauvaises herbes, là où la beauté commençait. Ce n'était pas par dépit, ce n'était pas par vengeance, c'était pour quelque chose de plus silencieux et de bien plus sacré, la souveraineté. Je ne voulais pas défendre ma décision.
Je ne voulais pas subir le barrage de questions bien intentionnées, déguisées en inquiétude, ou d'incrédulité polie, teintée de jugement. Je ne voulais pas qu'on me demande pourquoi je devais déménager, ou si j'étais seule, ou si j'avais enfin réalisé que j'étais trop vieille pour vivre dans cette vieille maison pleine de courants d'air. J'avais fait un choix complet, adulte, éclairé, et je l'avais fait selon mes conditions. Cet après-midi-là, j'ai pris les clés et je les ai tenues dans la paume de ma main comme un talisman. C'étaient de simples clés en argent, non marquées, avec une petite étiquette en plastique, portant l'adresse à l'encre bavée. Je les ai retournées dans mes doigts, encore et encore, sentant les bords, la fraîcheur du métal, le poids, qui semblait trop léger pour tout ce qu'elles transportaient maintenant. Je n'ai pas fait mes cartons avec hâte ou urgence. Je me suis déplacée à des rythmes qui semblaient honnêtes et sans précipitation. J'ai donné ce qui ne me semblait plus être à moi. J'ai emballé les choses que je voulais emporter, non seulement des objets, mais des souvenirs qui semblaient encore chauds au toucher. Des livres, de vieilles lettres, mes tasses préférées, la couverture que j'avais tricotée de mes propres mains, l'hiver où Franck était malade. Une photo de ma mère, éternellement jeune dans un cadre en noir et blanc. Chaque objet que je mettais dans une boîte était une décision, une déclaration. Ça reste avec moi, ça je le lâche. Le camion de déménagement est arrivé un mercredi matin tranquille. Le chauffeur était un jeune homme au visage gentil et à la voix douce. Il n'a pas posé de questions. Il a chargé les meubles avec soin et ne m'a pas traité comme une chose fragile. Je l'ai suivi dans ma voiture, les mains stables sur le volant, ma respiration régulière. Il n'y avait pas de tristesse, pas de pincement au cœur de regret. Seulement le déploiement sûr et doux de quelque chose que j'avais attendu trop longtemps de revendiquer. Quand nous sommes arrivés à la nouvelle maison, les déménageurs ont travaillé rapidement. Le bruit des boîtes qu'on déplace, des portes qui grincent en s'ouvrant, des pas qui se déplacent sur des planchers propres. Tout cela a rempli l'air d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis tenue au milieu du salon et j'ai laissé cela m'envahir, la lumière se déversant par les fenêtres, attrapant des grains de poussière dans ses mains. Cela ressemblait à une page blanche. Quand ils sont partis, j'ai refermé doucement la porte derrière eux et je suis restée seule dans mon nouvel espace. Le silence n'était pas creux. Il était plein de potentiel. J'ai traversé chaque pièce, pieds nus maintenant, écoutant la façon dont mes pas résonnaient différemment qu'auparavant. J'ai ouvert chaque placard. J'ai passé mes doigts le long de chaque mur. J'ai ouvert la porte arrière et je suis sortie dans le jardin, encore endormie au début du printemps. J'ai tout inspiré et j'ai laissé cela s'installer en moi. Il n'y avait personne pour me féliciter, personne pour me taper dans le dos ou me dire « Je suis fière de toi ». Mais je n'en avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de témoins pour valider ma liberté. J'ai passé la première nuit à dormir sur le canapé, enveloppée dans une courte pointe, les fenêtres entr'ouvertes, juste assez pour laisser entrer la brise nocturne. Je me suis endormie au son des carillons éoliens et des vagues lointaines, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Au cours des jours suivants, les SMS et les appels sont arrivés. « Tu es à la maison ? Où es-tu ? » On est passé, et personne n'a répondu. Je les ai laissés attendre. J'ai laissé le silence parler pour moi. Finalement, j'ai envoyé un court message. J'ai déménagé. Je suis en sécurité. Je suis heureuse. Pas besoin de s'inquiéter. Je n'ai pas inclus d'adresse. Je n'ai invité personne à venir.
Je les ai laissés s'asseoir avec ça, comme je m'étais si souvent assise, dans le silence de leurs suppositions. Ils ont réagi comme je m'y attendais, confus, curieux, légèrement inquiets. Mais aucun d'entre eux n'a demandé pourquoi d'une manière qui me disait qu'ils voulaient vraiment savoir. Ils ont demandé pour apaiser leur propre malaise, pas pour comprendre le mien. Et donc, je n'ai offert aucun détail. Pour la première fois depuis des décennies, je n'ai ressenti aucun besoin de m'expliquer. Je n'ai pas expliqué pourquoi j'avais gardé le secret. Je n'ai pas expliqué pourquoi j'avais laissé la maison derrière moi. Je n'ai pas expliqué ce qui m'avait poussé au-delà du point de tolérance. La liberté n'est pas une évasion, c'est la vérité. Et la vérité, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de tout savoir. Ils avaient passé des années à construire une version de moi qui correspondait à leur histoire. Prévisible, passive, agréablement invisible. J'étais sortie de cette histoire. J'avais écrit un nouveau chapitre sans inviter leur modification. Certains jours, je m'asseyais sur le porche avec mon thé, et je pensais à ce qu'ils pouvaient bien dire. J'imaginais les conversations, les conclusions tirées, les récits tissés. Ça ne me dérangeait pas. Qu'ils s'interrogent, qu'ils tournent autour des questions sans réponse. Cette vie, cet espace, était à moi. Aucune explication requise. L'enveloppe était petite, carrée et de couleur ivoire. Pas d'adresse de retour, juste une simple carte à bordure dorée glissée à l'intérieur. Je n'avais écrit que quelques lignes. Je n'ai pas pris la peine de faire des politesses ou de donner des explications. Juste l'essentiel. J'ai déménagé. Voici ma nouvelle adresse. Je vais bien. J'espère que vous aussi. J'en ai envoyé une à chacun d'eux. Mes enfants, ma petite fille, ma sœur. Ce n'était pas une offrande de paix, ni une demande de reconnexion. C'était une formalité, un constat. J'existais ailleurs maintenant, et ils étaient libres de le savoir ou de l'ignorer. Quoi qu'il en soit, je ne faisais plus partie du monde dans lequel ils m'avaient confortablement maintenu. J'ai déposé les enveloppes dans la boîte aux lettres bleues, près de la jetée, un matin ensoleillé. Puis, je suis allée à la boulangerie, et je me suis offert une tranche de cake au citron et un café fort. Le soleil scintillait sur l'océan, au loin, et la brise portait l'odeur de sel et de lilas en début de floraison. Je me sentais légère d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas en apesanteur, exactement, plus ancrée, présente, comme si j'avais enfin pleinement investi ma propre vie. Des jours ont passé, puis des semaines, quelques cartes sont revenues. Pas de lettres manuscrites, pas d'appels, juste des cartes. Génériques, agréables, inoffensives. Si contente de savoir que tu vas bien. Félicitations pour le déménagement. On se rattrape bientôt. Aucun d'entre eux n'a demandé pourquoi. Pas vraiment. Pas avec une quelconque profondeur ou honnêteté. Et je n'ai pas insisté. J'avais fait la paix avec le fait que certaines personnes préfèrent la distance lorsqu'elles sont confrontées à une version de vous qui ne correspond plus à leurs attentes. Je n'étais pas en colère, juste désintéressée de retourner à une dynamique qui m'avait obligée à m'excuser pour l'espace que j'occupais. Ma nouvelle adresse ne signifiait pas seulement un code postal différent. Elle marquait une frontière, une qu'il pourrait franchir s'il venait avec respect et sincérité, mais pas avec pitié, pas avec une politesse forcée, et pas avec le jugement silencieux qui m'avait suivi pendant des années, comme une ombre que personne ne voulait nommer. J'ai rempli mes journées de petites joies. Le jardin, encore sauvage et hésitant, est devenu mon espace préféré. J'ai planté des soucis et du thym,
j'ai installé un banc sous le vieux orme, et je prenais souvent mon déjeuner dehors, juste pour sentir le soleil sur ma peau et la terre sous mes pieds. J'ai tenu un journal, non pas de pensées profondes ou d'idées spectaculaires, mais de moments. La première floraison de jonquilles, le chat du voisin qui a commencé à visiter mon porche, la façon dont ma respiration se sentait régulière après une promenade matinale au bord de la mer. Le calme ne me semblait plus vide. Il était mérité. Je me suis fait des amis, lentement, doucement, de la manière dont les gens le font quand ils ne sont plus pressés d'impressionner. Il y avait Hélène de la librairie qui partageait mon amour pour Alice Munro. Gerald, le facteur à la retraite, qui habitait à 2 portes de là, et qui sifflotait toujours le même air chaque matin. Et Rosa, qui tenait le café, et savait que j'aimais mon thé fort, sans sucre. Il me connaissait simplement comme Mary. Pas Mamie Mary, pas maman, pas celle qui porte toujours ce manteau. Juste Mary. Et j'aimais ça. Cela me rappelait que j'étais plus que les rôles que j'avais joués. Un après-midi, j'ai reçu un coup à la porte. C'était Émilie. Elle avait l'air différente, plus âgée, plus hésitante, un peu nerveuse sur les bords. Elle tenait un petit sac avec une tarte au citron à l'intérieur. Je l'ai remerciée et je l'ai invitée à entrer. Nous nous sommes assises dans la cuisine, la lumière du soleil entrant par la fenêtre, l'air épais de choses non dites. Elle a posé des questions, douces, respectueuses. Je n'ai répondu qu'à ce que j'avais envie de partager. Elle n'a pas insisté. Et pour la première fois depuis des années, nous avons parlé comme 2 personnes qui se rencontrent à nouveau. Pas comme une petite fille essayant de décoder le silence d'une grand-mère qu'elle pensait comprendre. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras. Pas fort, pas de manière spectaculaire, mais avec chaleur. Elle n'a pas demandé quand elle pourrait revenir. Elle n'a pas promis d'amener les autres. Elle n'a fait aucune grande déclaration. Et c'était bien. C'était honnête. Le lendemain, j'ai fait une tarte moi-même. Je l'ai emballée, je suis allée au bureau de poste et je la lui ai envoyée. Ma façon de dire « je te vois aussi ». La maison est devenue plus mienne à chaque jour qui passait. J'ai peint la porte d'entrée en jaune. J'ai accroché des carillons éoliens près de la fenêtre. J'ai placé un fauteuil à bascule sur le porche et je me suis surprise à y rester la plupart des soirs, enveloppée dans un châle, regardant l'horizon passer de l'or au violet, puis au bleu profond. Cette nouvelle adresse n'avait pas de fantôme, pas d'attente pressée dans les murs, pas d'héritage que je devais protéger ou être à la hauteur. C'était juste une maison, mais elle contenait une vie. Ma vie, entièrement à moi. Personne ne me prendrait plus pour quelqu'un qui voulait être invisible. Je n'avais pas disparu. J'avais simplement déménagé vers un endroit qui ressemblait enfin à un foyer. J'ai appris que la chose la plus précieuse qu'une femme puisse donner est sa dignité. Non pas d'un seul coup, non pas par de grands gestes ou des sacrifices spectaculaires, mais dans les petites négociations quotidiennes que nous faisons au nom de la paix. Pendant des années, j'avais fait ça. J'avais avalé mon propre confort pour maintenir le leur. J'avais plié mes préférences pour garder la pièce calme. Je m'étais édité en une version qui n'offensait ni ne dérangeait. Et pourquoi ? Une place à une table qui me poussait de plus en plus vers le bord ? Après avoir déménagé, j'ai passé beaucoup de temps assise avec cette vérité. Non pas à la pleurer, mais à l'étudier, de la même manière que vous étudiez une cicatrice sur votre propre corps, traçant ses bords, vous souvenant de la blessure, honorant le fait que vous y avez survécu.
Je ne regrettais pas les années que j'avais passées à donner. L'amour, après tout, n'a jamais été gaspillé. Mais j'ai enfin compris ce que cela m'avait coûté. Et je savais, avec une clarté douloureuse, que je ne paierais plus jamais ce prix. Vivre dans la nouvelle maison m'avait changé d'une manière que personne ne pouvait voir. L'extérieur de ma vie semblait simple, ordinaire. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Je ne me précipitais plus pour m'expliquer. Je ne me sentais plus coupable de choisir la solitude plutôt que la performance, la paix plutôt que le faux semblant. Je n'avais pas besoin d'être la mère accommodante, la grand-mère agréable, la femme qui souriait à travers l'inconfort juste pour que tout le monde soit à l'aise. J'avais gagné quelque chose qui ne pouvait se mesurer en argent ou en approbation. J'avais gagné le droit de définir à quoi ressemblait mon amour et ce qu'il n'incluait plus. Un après-midi, j'ai reçu un appel de mon fils. Sa voix était prudente, de la manière dont les gens parlent quand ils marchent sur quelque chose de fragile. Il a demandé comment j'allais. Il a dit que je leur manquais. Il a demandé si je pourrais envisager de passer pour Thanksgiving. Je l'ai remercié d'avoir appelé. J'ai dit que j'étais reconnaissante de l'invitation. Mais je n'ai pas dit oui. Cette année-là, j'ai passé Thanksgiving à marcher le long de la côte avec une écharpe épaisse et des gants, le ciel de la couleur de l'acier, les vagues agitées et sauvages. J'ai dîné seule, mais je ne me sentais pas seule. J'ai fait rôtir un petit poulet. J'ai préparé une purée de pommes de terre, comme Franck l'aimait, et j'ai allumé une bougie juste pour moi. J'ai mis de vieux disques de jazz, et j'ai laissé la vaisselle dans l'évier jusqu'au matin. Et j'ai pensé, voilà à quoi ressemble la paix. Elle n'est pas grandiose ou bruyante. Elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle s'assoit simplement avec vous, comme un ami qui connaît toutes vos histoires et n'a pas besoin que vous en jouiez aucune. Je me suis parfois demandé s'il comprenait ce qui avait changé, s'il réalisait que la femme dont il se moquait autrefois, celle au vieux manteau et aux yeux silencieux, avait tracé une ligne si profonde qu'elle ne la franchirait plus jamais. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais pas besoin de validation. J'avais déjà fait la chose la plus importante. J'avais cessé d'attendre qu'il me voie, et je m'étais vue moi-même. C'était mon prix. Le coût de la récupération d'un moi que j'avais perdu au service du confort de tous les autres. Le coût de choisir le silence, quand l'explication ne ferait qu'alimenter le même vieux cycle. Le coût de partir sans théâtralité, sans dernier mot, juste une porte fermée et une nouvelle clé dans ma main. Ils envoyaient encore des cartes parfois, des invitations, des nouvelles. De temps en temps, quelqu'un demandait si j'avais changé de numéro, car je n'étais pas toujours prompte à répondre. Je ne l'avais pas fait. Je ne ressentais simplement plus l'urgence d'être partout à la fois, de soutenir l'échafaudage familial, alors que personne ne remarquait que je m'effondrais en dessous. Je les aimerais toujours, ça n'avait pas changé. Mais l'amour sans respect n'est que de l'endurance déguisée en vertu. Et j'en avais fini d'endurer. La nouvelle maison est devenue le reflet de ce changement. Chaque meuble, chaque rideau, chaque fleur dans le jardin a été choisi avec le soin de quelqu'un qui avait cessé de se demander ce que les autres penseraient. J'ai peint un mur d'un vert émeraude profond. J'ai accroché une grande peinture que j'avais gardée dans un placard pendant des années parce qu'elle était trop audacieuse pour l'ancienne maison. J'ai acheté de nouveaux vêtements, simples, oui, mais forts. Pas à la mode, pas invisibles, juste honnêtes. J'avais toujours le vieux manteau. Je le gardais au fond d'un placard, non pas parce que j'en avais honte, mais parce qu'il n'avait plus rien à prouver. Il m'avait porté, il avait fait son travail, et maintenant, moi aussi.
Il y a un pouvoir silencieux à choisir sa propre valeur, à refuser d'accepter que l'amour signifie se rétrécir, à dire non sans culpabilité, à construire une vie qui n'exige rien des autres que la vérité, et à n'offrir que la même chose en retour. C'était mon prix, et je l'avais payé en totalité, avec le silence, avec la dignité, avec la liberté.